Bonsoir à tous. À chaque cérémonie de clôture, les 2 dernières années des rencontres philosophiques de Monaco, je regardais une personne dans la salle. Je ne cherchais pas intentionnellement son regard au départ, mais je le trouvais sans le chercher. Il me captait parmi tous les regards et j'y puisais de la force et du courage pour parler devant vous. J'y prenais appui. C'est étrange pour moi ce soir de ne pas savoir où regarder. C'est avec elle que je parlais en aparté après, car sa bienveillance et sa délicatesse me chargeaient d'énergie et de confiance. Je pense à elle ce soir et elle ne quitte pas mon cœur, c'est Anne Dufourmentel. Elle nous a quittés il y a presque 1 an et elle nous manque énormément. Anne était une amie des rencontres philosophiques. Elle nous a accompagnés depuis le début. Elle a fait partie de notre jury et elle a été un fidèle soutien. Je voudrais donc, avant que cette soirée commence, lui dédier cette soirée au nom de toute l'équipe des rencontres philosophiques de Monaco et des membres du jury, parce qu'on pense à elle et qu'on ne l'oublie pas ce soir. Je voudrais aussi vous dire combien Anne m'a encouragée dans cette entreprise des rencontres philosophiques et combien elle m'a encouragée à croire en moi, à oser écrire, à oser mêler ensemble toutes mes passions, celle pour la philosophie à celle du cheval, à celle de la psychanalyse, à celle de la poésie, et à me sentir plus libre. Je sais qu'elle a aussi marqué beaucoup d'entre vous qui ont pu découvrir son travail lorsqu'elle est venue à Monaco pour plusieurs conférences ou en tant que membre du jury et donné à certains d'entre vous l'envie d'aller au cœur de la vie sensible et affective et de ses profondeurs. Parce que Anne, même lorsqu'elle parlait devant des centaines de personnes, donnait toujours le sentiment qu'elle nous parlait en secret. Elle pouvait faire tomber les préjugés ou les a priori avec grâce et délicatesse. Il m'est impossible de vous résumer ce qui fait la puissance de son œuvre. Je vous invite à la découvrir, à la lire ou à la relire. Et pour lui rendre hommage ce soir, je souhaite seulement faire un serment de fidélité et d'amitié et faire vivre dans les rencontres philosophiques ce qu'elle nous a légué, et ce afin de faire résonner en nous sa voix si singulière, cette voix qui, j'en suis sûre, nous accompagnera toujours. Je vais lire un extrait d'un de ses textes publié dans une revue de psychanalyse. L'hospitalité. Ainsi, l'hospitalité, concept sous la protection duquel je placerai la psychanalyse tout entière. L'hospitalité est devenue une des entrées du purgatoire. À qui va-t-on étendre sa pitié, sa reconnaissance, sa méfiance écartée ? D'emblée, elle pose la question de ceux qui la méritent et ceux qui ne la méritent pas. Se questionner sur les conditions de l'hospitalité n'a jamais été aussi important. L'hospitalité, avant d'être une pensée, est un acte, un pur événement. Entre et sois le bienvenu, toi que je ne connais pas. L'hospitalité, comme le pardon, s'adresse inconditionnellement. Elle décrit, plus qu'une figure, un espace où cet acte d'invitation peut avoir lieu. Cet espace, je crois, est le lieu même de la pensée. Penser de même qu'écouter, c'est accueillir l'autre en soi, comme possibilité même d'être soi. Acte de rencontre et de reconnaissance, elle nécessite au moins 2 personnes et un espace où avoir lieu. Si l'hospitalité dans son essence est inconditionnelle, de fait, toute société humaine, l'hospitalité est réglée par des lois. C'est cette tension irrésolue entre hospitalité inconditionnelle et les conditions données à l'acte d'hospitalité que Derrida nous a permis de penser autrement. Cette loi immémoriale nous rappelle la condition première, exilique de l'humanité. La règle d'hospitalité inconditionnelle constitue peut-être ce rappel très concret, très impératif et immédiat du fait que celui qui reçoit peut à son tour, du jour au lendemain, être jeté sur la route et avoir besoin d'asile.
L'acte d'hospitalité interroge en nous ces frontières toujours mobiles où l'étranger apparaît et nous convoque à répondre. Quelles sont les conditions pour qu'un acte d'hospitalité ait lieu ? À cette question, il n'y a que des réponses singulières. Je peux, pour ma part, évoquer un fragment de cure qui m'a marqué, car il m'a été très difficile de comprendre ce qui se passait. J'ai dû faire hospitalité à la pénombre dans laquelle j'étais, et ma patiente aussi, et ne pas tenter de l'éclairer par un savoir rapporté, mais m'appuyer sur la confiance étrange et absolue que j'avais de la délivrance possible de l'emprise terrible dans laquelle se trouvait cette personne. Je n'ai entrevu qu'après coup l'importance de ce processus intérieur par une lettre envoyée 2 ans après la fin de la cure par ma patiente et qui tentait de mettre des mots sur ce qui s'était passé pour elle. Elle était ce qu'on peut appeler une femme battue, au sens physique et moral du mot, et pendant les premiers mois de l'analyse, j'avais le sentiment d'être le témoin impuissant de cette situation atroce. Elle excusait son bourreau de toutes les façons possibles, noyée dans le chagrin terrifiant de cet homme dont elle ne voulait pas voir l'abjection. Puis un jour, elle m'a dit « Voilà, c'est fini, il ne me touchera jamais plus. » Et de fait, c'est ce qui est arrivé. Elle a mis 1 an encore avant de se séparer définitivement de lui, mais il ne l'a plus jamais molestée ni harcelée. De cet événement, elle a pu dire seulement « Tout à coup, j'ai réalisé qu'on ne battait pas une femme, jamais. Et dans ce « une femme », il y avait l'universel de la dignité humaine. » Dans cette lettre, elle écrivait « Vous m'avez prêté dans votre écoute une force que je n'avais pas, un horizon auquel je ne croyais plus, et une dignité que j'avais depuis bien longtemps abdiquée. C'est ce qui m'a permis un jour de m'appuyer sur un principe universel. On ne peut attaquer dans sa chair ni une femme ni un enfant. Et ce fut mon premier refuge. » Notre naissance constitue le premier acte d'hospitalité, pas psychologique, mais ontologique, existentiel. Nous venons d'un autre, nous sommes portés dans une constitution même par une mère. Dans ce cas, l'hospitalité première vient avec la naissance. Elle est la condition même de la vie. D'autre part, nous sommes des êtres promis à la mort, et l'hospitalité, face à cela, nous rappelle que des êtres mortels, que notre finitude fait de nous des passeurs ici-bas. L'hospitalité, en conséquence, est aussi enracinée dans l'expérience de la mort, du lâcher-prise, de l'abandon, de tout ce que vous avez aimé, acquis, imaginé. L'impératif de l'acte d'hospitalité, selon Jan Patočka, ne fait sens que si cet acte n'appartient ni à l'hôte invitant, ni à l'arrivant, mais au geste par lequel l'un accueille l'autre. Elle est devenue utopique parce qu'elle fait droit à l'autre, à cet invité toujours inquiétant et non annoncé qui constitue l'un des spectres de notre début de siècle. Si créer du temps en hébreu est l'équivalent de inviter, cela signifie que pour produire du temps, il faut être au moins 2. La psychanalyse a fait hospitalité à la folie, offrant un espace où le médecin, pour la première fois au temps de Freud, s'effaçait pour laisser le patient devenir à son tour son propre médecin. Le temps de la séance est un temps où l'hospitalité fait accueil à ce que le sujet ignore, à savoir son désir. Et ce mouvement d'hospitalité inconditionnelle, dont la seule règle est de dire tout ce qui vient, se fait l'espace d'une traduction inédite. Ce que l'on ne peut espérer d'une analyse au terme de cet acte, ce que l'on peut espérer d'une analyse au terme de cet acte d'hospitalité est de l'ordre de la compassion, c'est-à-dire la possibilité d'accueillir l'inespéré, étant entendu que l'inattendu, c'est ce qui précisément fait horreur à la névrose. Freud disait que le but d'une analyse, c'est aimer et travailler. Réponse à jamais magnifique.
à condition de ne pas oublier que ce travail est un lent désentravement, qu'il nécessite la reconnaissance de ces loyautés qui nous travaillent, ces adorations qui nous captivent, ces haines qui nous annihilent, et ces archives déposées en nous comme le rappel fantomatique d'un âge sans oubli. Travailler, en ce sens, c'est aussi métaboliser, transformer, créer. Et pour nous, analystes, c'est croire en la capacité de retourner le passé érigé en fatalité, en créativité, en acquiescement de la vie.